Namaskaram. Bienvenue dans Avant tout l'équilibre, un podcast dédié à l'exploration de la science ancienne du Hatha Yoga et de son impact sur l'être humain. Au cours de ces épisodes, je vous invite à approfondir vos connaissances sur les pratiques du Hatha Yoga classique, à démystifier des idées reçues et à mieux comprendre les concepts clés de cette discipline. Je m'appelle André, enseignant de Hatha Yoga classique, certifié par Sadhguru Gurukulam. J'ai suivi une formation approfondie en Inde du Sud, à l'ashram du Isha Yoga Center, auprès de la fondation Isha. Que vous soyez débutant, adepte ou enseignant de Hatha Yoga, si vous souhaitez explorer la nature profonde de l'être humain et dépasser les limites du mental, alors, comme le dit Patanjali, maintenant, le yoga. Je pense, donc je suis, disait Descartes au XVIIe siècle. Je suis, donc je pense, semblaient dire les yogis des temps les plus reculés, il y a de ça plusieurs millénaires. Le yoga, c'est une philosophie de vie. Non, le yoga, c'est un ensemble de techniques pour assouplir le corps et entraîner le physique. Une pratique pour vider le mental, un ensemble de principes moraux pour vivre dans la vertu, ou encore une forme d'art ou une pratique occulte pour développer son intuition ou même des pouvoirs mystiques. Les définitions qu'on attribue aujourd'hui au yoga sont nombreuses et malheureusement assez éloignées de son origine. Alors dans cet épisode, penchons-nous-y d'un peu plus près. C'est quoi le yoga exactement ? Et est-il correct de le percevoir comme une philosophie ? Quand on dit philosophie, en d'autres termes, comme un prisme ou une paire de lunettes plus ou moins sophistiquées pour observer la vie. D'après le Larousse, une philosophie, c'est un ensemble de conceptions portant sur les principes des êtres et des choses, sur le rôle de l'homme dans l'univers, sur Dieu, sur l'histoire et, de façon générale, sur tous les grands problèmes de la métaphysique. Donc c'est un ensemble de conceptions. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'idées, de créations mentales. Elles peuvent être vraies, dans un certain contexte, valides pour une certaine personne, mais c'est avant tout un processus qui naît dans le mental. Alors, en quoi le yoga diffère-t-il de ça ? Eh bien, le mot yoga signifie union. Une union entre l'individuel et l'universel. Comme le dit Sadhguru, chaque particule dans votre corps est en train de communiquer avec le cosmos tout entier. Le yoga consiste à faire l'expérience de cela. Ça, c'est ce que dit Sadhguru. Le yoga n'est pas une philosophie de vie, c'est pas une conception du mental. C'est pas une question de corps ou de mental. Le yoga consiste à aller au-delà du corps et du mental pour faire l'expérience de la vie telle qu'elle est réellement. Donc, tu es en train de nous dire que le yoga, c'est un peu la pilule rouge dans Matrix. Dans Matrix, Morpheus propose à Neo le choix d'oublier leur conversation et de rester dans le monde tel qu'il le connaît en mangeant la pilule bleue, ou bien de sortir de la fameuse matrice en mangeant la pilule rouge. Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? This can't be. Il semblerait que ce dialogue et pratiquement toute l'idée fondamentale de Matrix et de la matrice ait été directement inspiré de la Bhagavad Gita, qui est un texte de référence dans l'hindouisme, où Krishna tient à peu près le même discours à Arjuna alors qu'ils sont au beau milieu d'un champ de bataille. Il faut imaginer les flèches et tout, avec les gens qui se battent, et là, il y a votre cocher, un homme à la peau bleue, avec un grand sourire, qui n'a pas dit grand-chose jusque-là, mais qui commence soudain à vous parler du sens de la vie pendant 1 heure, parce que, soi-disant, votre attention est à son maximum. Donc pour y revenir, oui, l'essence même du yoga est de sortir des limitations du mental et de se libérer de toute idéologie
de tout concept, de toute philosophie, pour rejoindre une perception non biaisée du monde et devenir un miroir totalement lisse. Un miroir qui n'est pas absolument parfaitement lisse, déforme le moindre objet qui passe devant lui, n'est-ce pas ? C'est un aspect du miroir. Il faut qu'il soit parfaitement lisse pour qu'il reflète la réalité telle qu'elle est. Un autre aspect du miroir, c'est que peu importe combien de choses il a reflété, s'il a vu votre visage évoluer pendant 10, 20, 50 ans, s'il a vu plusieurs générations, s'il a été témoin d'événements spectaculaires, il ne change pas. Les réflexions ne vieillissent pas. Peut-être que le cadre vieillit, la peinture s'effrite, mais la réflexion ne change pas. Il reflète toujours fidèlement ce qui passe devant lui comme le premier jour. Il n'est pas biaisé ou induit en erreur par sa mémoire. Être dans le yoga, c'est être comme ce miroir. Refléter toujours fidèlement ce qui est, sans jamais le déformer. Quelle que soit la situation, peu importe ce que la vie vous envoie, si vous pouvez garder un équilibre interne sans aucune souffrance, alors c'est ça le yoga. Alors, ce que la plupart des gens pensent à propos du yoga, c'est que ça consiste à s'asseoir sur la tête ou à se plier en 3 ou 4 fois, à passer son bras entre son gros orteil et son épaule et réciter des mantras en tenant sa respiration. Enfin, bref, en général, on associe ça à une prouesse mentale ou physiotechnique ou bien à un lifestyle ou à une activité sportive. Le yoga n'est pas une question de faire quoi que ce soit en particulier. C'est une certaine manière d'être. C'est un certain état dans lequel une personne peut être. Patanjali, qui est l'auteur des Yoga Sutras, est reconnu comme étant le père du yoga moderne, décrit simplement le yoga comme étant la cessation du mental. Si les fluctuations du mental cessent, est-ce qu'il peut y avoir une philosophie ? C'est la question. Peut-il y avoir une conception, une idéologie ? Ça, c'est possible seulement avec un mental actif. Si toutes les modifications du mental s'arrêtent et que vous êtes toujours alerte, présent, lucide, alors vous êtes dans le yoga. Il y a beaucoup de voies pour parvenir à cet état. Le Hatha Yoga est une de ces voies. Donc en d'autres termes, on peut décrire le yoga comme une science interne, à la différence d'autres sciences tournées vers l'extérieur. C'est une manière d'accéder à une connaissance du système depuis l'intérieur. Alors quand on parle du Hatha Yoga, on parle d'un chemin complet en lui-même. Hatha est utilisé dans la plupart des langues indiennes pour signifier le fait d'être obstiné ou persévérant, comme un diamant, incassable. Mais la signification plus profonde du mot Hatha est Ha signifie soleil et Ta signifie lune. Donc le Hatha Yoga, c'est le yoga du soleil et de la lune. Ici, on parle de Ida et Pingala, qui sont le soleil et la lune à l'intérieur. Le Hatha Yoga, c'est une science complète pour apporter un équilibre à Ida et Pingala, c'est-à-dire la lune, le soleil, ou le yin-yang, féminin, masculin, c'est-à-dire apporter un équilibre aux 2 qualités fondamentales dans la nature. Cet équilibre, il est très essentiel pour une personne qui a le désir d'explorer des niveaux plus élevés d'énergie dans la vie. Parce que sans équilibre, ce qui pourrait être une expérience époustouflante prendra la forme d'un cauchemar, simplement parce que la stabilité nécessaire n'est pas là pour encaisser ces niveaux d'énergie. Avec l'équilibre, l'intensité d'expérience viendra naturellement. Alors, ok, le yoga n'est pas une philosophie, et c'est pas non plus un système d'exercice ou un ensemble de techniques pour être en bonne santé. Ok, c'est une manière d'être, c'est un état d'union avec le cosmos. Mais quand même, on est d'accord qu'il y a des postures dans le yoga, non ? Des asanas. Décrire la science des asanas en si peu de temps, ce serait dommage. Donc c'est probablement mieux de le laisser pour d'autres épisodes dédiés à ce sujet qui est passionnant. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'au sein du Hatha Yoga, la voie de l'équilibre, il y a différentes pratiques physiques qu'une personne peut faire pour, entre autres, progressivement préparer son corps à recevoir des niveaux de plus en plus élevés d'énergie. Une de ces pratiques s'appelle Surya Kriya et j'ai récemment publié un épisode à ce sujet. Surya Kriya, c'est une pratique puissante d'une grande ancienneté
conçu comme un processus holistique pour la santé et le bien-être intérieur complet. Il existe aussi un ensemble de postures, les yogasanas. Les yogasanas sont des postures physiques au travers desquelles il est possible de transformer le corps et le mental en une possibilité pour le bien-être ultime. Offert comme une série de 21 postures puissantes, c'est une manière d'aligner le système interne et de l'ajuster avec la géométrie céleste. Les yogasanas ne sont pas des exercices, mais plutôt des processus très subtils pour manipuler son énergie et naturellement parvenir à créer une chimie de santé, de joie, de plénitude et avant tout, d'équilibre. D'autres pratiques sont aussi proposées au sein du Hatha Yoga classique, comme par exemple Angamardana, qui est une série de 31 processus pour revigorer le corps et atteindre le niveau maximum de l'aptitude physique et de la santé mentale. Ou encore Hutta Shuddhi, qui signifie purification des éléments et est un processus de purification des 5 éléments au-dedans du système humain. Il existe aussi d'autres formes de pratiques comme Nada Yoga, qui utilise la puissance du son pour activer un type particulier d'énergie dans différentes parties du corps, ce qui amène le sentiment durable d'une sensation interne agréable. Ces pratiques, pour moi, ont eu un impact que je qualifierais de phénoménal, tant sur le plan physique que sur le plan mental. Mais je dirais que c'est avant tout dans mon expérience de la vie que je dirais qu'il y a eu le plus de transformation. Parce qu'après tout, c'est peut-être ça, la vraie transformation, c'est une question d'expérience. On peut dire qu'une personne s'est transformée physiquement, mais s'il n'y a pas réellement de modification profonde dans l'expérience que cette personne fait de la vie, c'est pas adéquat de parler de transformation personnelle. Le yoga est un outil pour transcender l'expérience qu'on fait de la vie. D'un niveau de conscience restreint, on passe à un niveau de conscience plus élargi, plus large. On embrasse des champs plus divers, plus éloignés de ce que l'on est en tant que personne. Ces pratiques, Surya Kriya, Yogasana, Angamardana, Hutta Shuddhi et aussi d'autres kriyas comme Shambhavi Mahamudra et Shakti Chalana dont je parlerai dans un autre épisode, ces pratiques m'ont permis d'explorer plus profondément à l'intérieur de moi-même. C'est un peu comme de passer d'une petite ampoule à quelque chose de beaucoup plus lumineux. On voit beaucoup plus de choses, on a accès à plus de ressources en soi-même, ça devient plus simple de modifier certains aspects de soi-même. Et comme il y a plus de clarté, on peut aller plus vite. Alors, est-ce que vous avez la même perception du yoga à présent ? Maintenant, vous saurez quoi dire si le sujet se présente et que vous devez définir le yoga. C'est un certain état dans lequel une personne peut être. C'est pas un ensemble de postures ou d'exercices. Ça, c'est là seulement pour progressivement parvenir à cet état. Et alors, quelle est la philosophie du yoga ? Comme on l'a vu, yoga et philosophie ne sont pas sur le même plan. Ça ne veut pas dire grand-chose de comparer les deux et encore moins d'opposer le yoga à une philosophie ou un philosophe en particulier. Le yoga, c'est enlever les lunettes de la conception personnelle et voir les choses telles qu'elles sont, sans jugement de valeur ni opinion particulière. Comme le dit Sadhguru, les asanas ne sont pas une question d'avoir la forme physique, de flexibilité ou de faire du muscle. Si vous savez comment tenir votre corps, vous pouvez faire l'expérience du cosmos tout entier à l'intérieur de vous-même. C'est ça, le yoga. Surya Kriya, les yogasanas, Angamardana, Hutta Shuddhi et les autres pratiques peuvent être apprises auprès de moi-même en studio à Versailles ou Paris ou auprès d'un autre enseignant de Hatha Yoga classique certifié par Sadhguru Gurukulam. Ces pratiques sont offertes et transmises avec un soin et une attention immense. Pour éviter les blessures et l'inexactitude de ces pratiques, qui nécessitent un niveau de précision très élevé, je vous recommande de vous adresser à un enseignant qualifié qui saura vous transmettre le Hatha Yoga dans toute sa profondeur et sa dimension. Vous pouvez consulter mon site web humanize-project.com pour vous tenir informé des prochaines sessions ou m'envoyer un message directement sur Instagram @humanize.project si vous souhaitez apprendre ces pratiques. Je propose des sessions sur Paris et Versailles en groupe comme en individuel et des sessions privées à domicile sont possibles, donc n'hésitez pas. Nous avons aussi créé une association d'enseignants de Hatha Yoga classique en France qui regroupe tous les enseignants certifiés par Sadhguru Gurukulam dans notre beau pays.
On a tous la même qualification et on a suivi le même training. Donc c'est une formation intense de presque 2000 heures, quasiment 6 mois, à l'ashram du Isha Yoga Center dans le sud de l'Inde. Vous pourrez retrouver les prochaines sessions de ces enseignants, y compris moi, dans toute la France sur le site hattayogaclassique.com. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram @humanize.project et à vous abonner à la newsletter garantie anti-spam de mon site web humanize-project.com pour rester au courant d'informations qui vous seront utiles et importantes. Et vous êtes également, bien sûr, les bienvenus pour me contacter directement si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de cet épisode. Moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode et je vous souhaite une excellente journée, une santé de fer et beaucoup de joie et d'amour. Et comme on dit chez les yogis, pranam.